Bonjour à tous, je suis Bou. Bienvenue sur le podcast Dévoilé. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes nous partager leur évolution et leur cheminement concernant le voile islamique. Ensemble, nous déconstruisons tout ce que l'on peut entendre autour de ce morceau de tissu qui fait tant couler d'encre et est le fantasme de bien des légendes. Les invités s'expriment en leur nom, alors bonne écoute. Bonjour, comment tu vas ? Très bien, alhamdoulilah, et toi ? Alhamdoulilah, ça va très très bien. Donc déjà je te remercie de te prêter à l'exercice. Merci à toi pour l'invitation. Merci. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui. Alors, mon surnom va être Nour. Mm-hmm. J'ai 26 ans. Je suis marocaine. Je suis née et j'ai grandi au Maroc. Et je suis venue en France en 2020 pour les études. Donc, ça fait 4 ans que j'habite en France. Pour quelles études tu es venue ? Le domaine, tu veux dire ? Oui. Pour l'audit et contrôle de gestion dans une école de commerce. C'était pas possible de le faire au Maroc ou il y avait davantage d'opportunités en France ? Je trouve qu'il y avait de meilleures opportunités en France, oui. C'était plutôt pour ça. D'accord. Pour la formation, pour le travail après, pour plein de choses. T'as fini tes études là déjà ou pas ? Oui, j'ai fini et là je travaille depuis 2 ans et demi. Depuis 2 ans et demi ? Oui. Et ça va, tu te plais ? Dans le travail ? Ouais. Compliqué ? J'ai envie de changer. Bon bah écoute, on te souhaite, le jour où tu seras prête en tout cas, Oui. on te souhaite de voler de tes propres ailes et de trouver quelque chose qui te correspond. Amine, merci beaucoup. Donc comme tu as vécu au Maroc, donc Maroc pays musulman, Oui. voilà, donc tu as grandi dans une famille musulmane, c'est ça ? Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance et de ta famille ? Oui. Alors, j'ai grandi dans une famille que j'aime énormément. Oui. Alhamdoulilah, il y avait beaucoup d'amour dans notre foyer. On est une famille modeste. Oui. Je viens d'une famille modeste, de la classe moyenne. Oui. En termes de religion, on a eu la base dans notre foyer de la religion. On nous parlait toujours du bon comportement, de l'importance du jeûne, de l'importance de la prière. Mais on m'a jamais parlé du voile, pour être honnête. D'accord. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on m'a imposé ou m'a proposé ou du tout. Oui. Donc, on parlait juste des valeurs plutôt. D'accord. Chez nous, c'était vraiment orienté valeurs, respect des autres. C'était les piliers quelque part. Oui. Vous vous êtes concentré sur les piliers. Oui. J'ai vécu avec mes 2 parents. Oui. Et 2 sœurs. 2 sœurs. Il n'y a pas de garçons dans votre famille ? Non. Ok. De toute façon, moi je préfère les filles, donc. Quand j'étais plus jeune, j'étais très très contente par rapport à ça. Oui. Mais avec l'âge, je me suis rendu compte que peut-être j'ai raté quand même une belle énergie sœur-frère. Dans quel sens ? Dans le sens de la protection masculine, dans le foyer. Oui. Ouais. Mais il y avait le papa. Après, bon, et c'est vrai que le papa, c'est une protection autre. Donc, dans ce foyer, ta mère, elle était voilée ou pas ? Oui. Ta mère était voilée. Ma mère était voilée. Mais je pense... elle a commencé à porter le voile quand moi, j'avais envers 5-6 ans. 5-6 ans. Tu es l'aînée de ta fratrie ? Non, je suis Cadette. T'es la dernière ? Oui. Vous avez combien d'années d'écart, tes sœurs et toi ? Alors, 4 entre toutes les 2. Ah, ok. Ta mère est très maligne. Je la félicite. Oui. On a 4 ans de différence entre chacune. D'accord. Donc, finalement, c'est à l'accueil de son dernier bébé, Oui. quand tu as eu 5 ans, Oui. et qu'elle s'est dit, je vais pas rajouter des bébés derrière. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là qu'elle s'est voilée. Oui. Ok. Et tu connais les raisons pour lesquelles elle s'est voilée ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout. Je lui ai déjà posé la question. Mm. Et il m'a dit, voilà, à un certain âge, il faut quand même porter le voile. Et c'est par pudeur. J'ai l'impression que dans certains pays, en tout cas, dans le mien d'origine aussi, dans lequel je suis aux origines aussi, le voile, il n'a pas cette dimension spirituelle. C'est plus quelque chose de culturel. Tout à fait. Tu vois, puisqu'elle l'a porté à la fin de sa maternité, on va dire, avant que tu rentres dans ce cheminement, en tout cas. Oui. Est-ce que toi, le voile, tu le voyais comme quelque chose de lié intrinsèquement à la religion, ou est-ce que c'était quelque chose qui rentrait après avoir coché plusieurs cases ? En fait, ma réponse va dépendre selon mon âge. C'est-à-dire, je m'explique. Quand j'avais 16 ans, Oui. je pensais que c'était à la fois une question de religion. C'est Oui. parce qu'on est obligé dans la religion de mettre le voile qu'on va le mettre. Ouais. Et en plus, c'est parce qu'on a coché plusieurs cases. C'est-à-dire, on excelle
dans l'école, à l'école. Ouais. C'est-à-dire qu'on excelle à l'école, on a une belle famille, on s'entend bien avec les gens, on a une belle personnalité et il faut quand même mettre le voile pour compléter tout ça. D'accord. Donc pour moi, c'était un package. D'accord. Il faut tout faire et après perfectionner avec le voile. D'accord. Le voile, c'est le couvercle finalement. Oui. Tu vois la personne, tu dis « Ah, ça c'est une fille bien ». Ok. Donc ça, c'est culturel. Oui. Mais j'avais quand même une conscience du fait que c'est obligatoire dans la religion. D'accord. Ah, ça, tu le savais, toi, en tout cas. Je le savais quand j'étais plus jeune parce qu'on nous a appris ça à l'école. Ah, ok. Oui. Vous faites des cours de religion dans vos cursus scolaires général, en tout cas, au Maroc? Oui, au Maroc, je fais des cours de religion. Ok. Oui. Ah, je ne savais pas. Ça s'appelle l'éducation islamique. D'accord. Et c'est quelque chose, c'est comme les maths, les sciences, c'est quelque chose que tout le monde... Ah, c'est pas une option? Tout à fait. Oui, tout le monde le fait. D'accord, mais c'est génial. C'est très très bien. Ok, donc ça veut dire qu'en fait, celui qui a fait l'école, en tout cas, il sort avec les notions générales. Tout à fait. Au moins, tu as la base, voilà. Tu as les notions générales, t'as pas rien. Oui, tu n'arrives pas dans la vie en mode... Exactement. Oui, tu te lances pas de zéro, en mode tu connais rien du tout, tu dois tout apprendre du début, non. D'accord, donc vous avez reçu quelque part une éducation théorique de l'islam. Tout à fait. Eh ben, c'est super. Oui. Ben, c'est super. Et c'est là où on m'a parlé du voile pour la première fois. C'est à l'école. Ok. Mais c'est génial. Oui. Franchement, je ne savais pas. Ah oui? Parce que moi, en tout cas, je suis originaire du Mali. Mm-hmm. L'école générale, c'est l'école générale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de religion dedans. Après, les jours fériés, c'est les jours du calendrier lunaire, tu vois. Mais il n'y a pas d'éducation religieuse. Si tu veux faire ton éducation religieuse, tu mets tes enfants à l'école coranique. D'accord. Tu vois. Ok. Là, c'est scindé, c'est vraiment... voilà. Donc, tu disais que donc, dans ta famille, vous avez eu les bases. Enfin, en tout cas, vos parents vous ont inculqué le bon comportement et en tout cas les piliers de l'islam. Oui. D'accord. Oui. Est-ce que c'était un foyer dans lequel vous faisiez la prière? Est-ce que tu as appris la prière avec tes parents? Et vous en étiez où par rapport à ça? Alors, la prière, je l'ai appris à l'école. Ouais. Parce qu'on faisait des cours justement de ça aussi. D'accord. À quel âge vous apprenez la prière? Les ablutions, on les a appris en primaire. Ouais. La prière, aussi, je pense, à la dernière année du primaire, on nous a parlé de la prière et on a même fait des cours de prière. On a prié ensemble. Ah, super. Je parlais de ça hier justement avec mon mari. Il était très surpris parce que lui, il est franco-algérien. D'accord. Donc, c'était une surprise pour lui aussi de faire ça à l'école. Ah, ok. Donc, en Algérie aussi, petite question qui n'a rien à voir, mais en Algérie aussi, est-ce qu'ils ont des cours de religion dans le général? Je sais pas du tout parce qu'il n'a jamais vécu en Algérie. Ah, ok. Oui, il a vécu seulement en France. Ouais. Donc oui, on faisait les ablutions, la prière, donc j'ai appris ça à l'école. Oui. Et de mes parents, ce que j'ai appris en termes de prière, c'est qu'il faut faire la prière. Donc je les voyais tout le temps le faire à l'heure. Oui. Donc pour moi, je savais que c'était obligatoire de le faire. D'accord. Et je voyais par exemple mon père qui priait, il me disait Alhamdulillah, ça fait du bien de prier. Ah, ok. Par exemple. Ouais. Et ma mère, bien sûr, je vois qu'elle était vraiment sérieuse dans sa prière et elle le disait en plus. D'accord. Elle disait oui, c'est très important de faire la prière. Elle verbalisait tout ça en tout cas. Oui. Mais je pense on m'a pas beaucoup dit fais la prière. D'accord. Parce qu'en fait, mes parents sont plus dans une approche de apprendre par le fait de faire. Donc eux, ils font. Mimétisme. Oui. Ouais. Voilà, on a fait ça comme ça. Ouais. Donc eux, ils font et ils font ça devant nous. Oui. Des fois, ils passent des messages comme ça. Ils disent que ça c'est important, ça c'est pas important, ça il faut le faire, ça il faut pas faire. Mais je pense 2 fois par an, on me disait néglige pas ta prière. D'accord. Voilà. Toi, tu aurais peut-être préféré avoir des assises dans lesquelles on t'explique les fondements de la prière, l'utilité, t'expliquer peut-être dans le détail l'utilité de la prière. Pour être honnête, pour la prière, non. Ouais. Parce que c'est déjà dur pour la personne de ne pas faire la prière et quand tu sais que tu le fais pas, oui. Tu es quand même dans le mal. Et tu veux pas que tes parents te disent, voilà, je sais que tu le fais pas en plus. Donc, tu es dans le mal par rapport à toi-même. Je voulais pas voir la déception dans les yeux de mes parents sur la prière, tu vois. Je comprends ce que tu veux dire. J'étais pas prête à avoir cette conversation avec eux. Ah, ok. Oui. D'accord. Oui. Tu as commencé vraiment la prière à quel âge? Vraiment, vraiment? Ouais. En fait, à quel moment tu l'as prise au sérieux, ta prière? Il y a 2 ans et demi, je pense. D'accord. Oui. Donc à 24 ans. À 24 ans. Ok. Oui. Ok. À 23 ans et demi, 24 ans. D'accord.
c'est là où j'ai vraiment commencé à faire la prière sans arrêt. Oui. Et c'est là où j'ai compris l'importance de la prière, Ouais. déjà. Ok. Ouais. D'accord. En gros, moi, dans ma vie, j'ai 2 grandes phases. La phase où j'ai 2 grandes phases de musulmane, de croyante. Oui. La phase où j'étais musulmane croyante, parce que je suis née au Maroc dans une famille musulmane croyante. Oui. Et j'ai tout vu en termes de pratique. J'ai vu les gens pratiquer. On m'a parlé de ça à l'école. On a parlé de ça avec les amis, etc. Oui. Donc je faisais les choses comme je les écoutais. Donc c'était un peu culturel aussi. Mhm. Et une deuxième phase où j'ai moi-même fait l'effort de comprendre, de recherche, de lire, oui. de chercher et de comprendre chaque chose, pourquoi on fait chaque chose, de lire les versets qui parlent de chaque pratique religieuse. Oui. Et c'est là que je suis vraiment tombée amoureuse des pratiques religieuses. C'est parce que j'ai compris le pourquoi de la chose. Ouais. Ouais. Ok, là c'était plus par mimétisme, là c'était ton choix à toi. Exactement. Ouais. Et c'était plus fondé sur pas du savoir absolu, mais du savoir quand même. Tu cherches l'information, tu la comprends, tu sais pourquoi. Et donc, pour moi en tout cas, quand je sais pourquoi je fais la chose, je la fais pleinement. Bah oui, il y a plus de sens en tout cas dans tout ça. Oui. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais, sur des points sur lesquels je ne suis pas rentrée, mais que tu voudrais aborder sur ton enfance? Mon enfance, rien de particulier. Je voulais juste parler d'une petite phase à l'âge de 16 ans, justement, comme j'ai dit tout à l'heure. Petite surprise, moi j'ai déjà été voilée avant. D'accord. À l'âge de 16 ans. Oui. Oui. Donc entre 16 et 20 ans, je portais le voile. Ouais. Pourquoi ? Dis-moi. Parce que justement, j'excellais à l'école. J'étais une fille bien éduquée, on va dire comme on dit au Maroc, bien éduquée avec ses parents. Je traitais bien mes parents. Je voyais que j'étais gentille avec tout le monde. J'aimais bien ma personnalité. J'aimais bien la personne que j'étais. Je me suis dit, faut compléter par le voile. D'accord. Parce qu'une fille bien, c'est une fille qui est voilée. D'accord. D'accord. Mais sans pour autant que ce voile soit accompagné de pratiques cultuelles. Oui. D'accord. Non, je faisais la prière à l'heure. Ouais. À l'époque, je faisais vraiment la prière à l'heure. Justement, c'est ce qui m'a encouragée encore plus de porter le voile. D'accord. Je me disais, c'est bon, je suis bien dans mes études, bien dans la prière, disciplinée. Maintenant, il faut porter le voile pour compléter. Oui. Voilà, le package dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'était plutôt culturel. D'accord. Parce que c'est ce qu'on me disait. Oui. En tout cas, pas mes parents. Oui. Mais dans mon environnement, à l'école, etc. Les filles bien, c'est les filles voilées. D'accord. Voilà. Tes sœurs étaient voilées ou pas encore? Non, elles n'ont jamais porté le voile. D'accord, ok. Oui. Donc c'est venu de toi et de ton environnement. Tout à fait. Très bien. Comment ta décision de porter le voile à ton si jeune âge a été accueillie dans ta famille? Alors, mes sœurs ont accepté ça directement, et sans jugement, sans rien du tout. Elles m'ont dit, tu fais ce que tu veux, t'es libre dans tes choix. Mes parents, ils ont accepté, mais il y a quand même une personne dans ma famille qui était un peu surprise et qui pensait que j'étais très jeune. Trop jeune. Oui, pour prendre cette décision et pour faire ça maintenant, à l'âge de 16 ans, je veux dire. Voilà, donc ça m'a un peu bouleversée à l'époque parce que je m'attendais plus à des encouragements. À plus de soutien par rapport à cette personne. Exactement. Ok. Oui. Bon, en tout cas, ça t'a pas empêché d'explorer cette aventure avec le voile. Exactement. Eh ben, c'est super. Par contre, j'ai tenu 2 ans sans problème. Oui. Et les 2 ans d'après, j'ai commencé à avoir l'idée de l'enlever. Ok. Pourquoi ? Parce que, en gros, entre le lycée et les classes préparatoires que j'ai fait après, oui. Mon niveau académique a chuté. Pourquoi ? Parce que j'ai changé de branche. J'avais un bac scientifique, après j'ai switché économie. D'accord. Et j'avais pas forcément les bases, ni la confiance en moi pour nécessaire, pour exceller dans ce nouveau domaine. Oui. Pour moi, c'était un grand challenge, un grand risque. Je savais pas si j'allais réussir ou pas. J'avais trop peur. Et j'ai pas fait l'effort pour exceller, encore une fois, d'un point de vue académique. Oui. Ça a impacté ma confiance en moi et de comment je me vois
D'accord. Vu que pour moi, c'était tout un package, je voyais les petites parties du package qui n'étaient plus là. Ouais. Et donc, pourquoi garder ce voile au final? Voilà. Ok. Parce que j'ai lié le voile à d'autres choses, plein d'autres Oui. choses. Et quand j'étais plus bonne à l'école, je me voyais plus jolie. Je voulais plus garder ce voile parce que je voulais montrer au monde que j'arrive quand même toujours à être belle. D'accord. Voilà. Donc sur ces 2 ans, c'est là que tu commençais à avoir des doutes sur ta légitimité à porter ce foulard. Enfin, Oui. En tout cas, ouais, voilà. Mais est-ce que ça a été progressif, ta manière de le retirer, est-ce que ça a été progressif ou c'était un matin, tu t'es dit, allez hop, c'est bon, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé, je porte plus ce voile. Non, c'était vraiment progressif. Ouais. Et j'ai essayé de le garder. Oui. J'ai essayé, je me disais, bon, allez, on change de style, on change de vêtements, on change je sais pas quoi. Mais au final, j'ai même pleuré le jour où je l'ai retiré, je l'ai enlevé. Oui. Ouais. J'ai pleuré et j'ai dit, ah là, je suis désolée, j'arrive plus. D'accord. Je suis là, j'en peux plus. Je vais pas bien. Je me respecte plus. À ce point? Oui. Ok. Je me respecte plus. Pourquoi? Parce que je liais beaucoup ma valeur à ma réussite académique. Parce que c'est comme ça que j'étais élevée. Ouais. Oui. D'accord. Mais tu as été accompagnée émotionnellement sur ces 2 années. Est-ce que tu en parlais, tu avais une amie, une sœur avec qui tu pouvais verbaliser tout ça? J'avais une amie athée qui m'encourageait à l'enlever. Ok. Voilà. Ok. C'est peut-être un autre facteur. Hein. Non, mais c'est peut-être un autre facteur. Mais bon, si c'était ton amie, c'est que tu te retrouvais... Enfin, il y avait d'autres points sur lesquels vous aviez des... Exactement. Des points d'accroche, en tout cas. Mais d'accord, ok. Je sais pas si je dois dire merci à cette amie. Mais on te passe le bonjour, en tout cas. Voilà. Voilà. Bonjour. D'accord, donc c'est avec elle que tu partageais tes sentiments par rapport à ce foulard. En vrai, à chaque fois, il me disait j'ai hâte de te voir sans ce voile, toute belle et tout. Et moi, je disais non, tu dis des bêtises. Tu rêves, je vais pas le faire. Mais au fond de moi, je savais que je voulais l'enlever. D'accord. Ouais. T'étais peut-être pas prête. Encore une fois, c'est vraiment ma perception du voile et comment je me voyais moi-même. Ok. C'était vraiment ça. D'accord. Ok. Donc, je l'ai enlevé. Au début, je gardais toujours une casquette. D'accord. J'étais pas prête à l'enlever. Oui, à montrer tes cheveux à la terre entière. Oui. D'accord. Mais est-ce que c'était quoi le plus dur pour toi? C'était quoi le plus dur pour toi dans le fait de l'enlever? Est-ce que c'était le fait de te dire... Est-ce que c'était... entre l'échec plutôt et le regard social, c'était quoi qui était le plus dur pour toi? Dans le sens où pendant 4 ans, les gens t'ont vu avec le foulard et du jour au lendemain, ils verront tes cheveux. Qu'est-ce que ça t'a fait, ça? Regarde, alhamdoulilah, je suis quelqu'un... Je sais pas si on peut dire ça comme ça sur ton podcast, je m'en fous du regard des autres. Je m'en fous du regard des autres. Oui. Franchement, je fais ce que je veux selon mes croyances. Ouais. Donc moi, ce qui était dur, c'est l'échec avec Allah. Ouais. Pourquoi j'ai mis une casquette? Parce que j'ai remarqué que les hommes regardent plus. D'accord. Oui. C'était par rapport au regard des hommes. Oui, parce que j'ai vu leur regard. Changer. Oui. Vis-à-vis de toi. Oui, parce que quand je portais le voile, il y avait beaucoup moins de regards. Et sans voile, encore une fois, les regards tout le temps, l'harcèlement tout le temps. Voilà. Ok. Donc c'est pour ça que je me suis dit, au moins je porte une casquette, c'est mieux. D'accord. Oui. Très bien. Mais après, voilà, même la casquette, c'est tombé. Ouais. Bien sûr. Non, mais j'aurais te dire même le voile. Bon, c'est vrai que ça limite, mais le voile ne préserve pas de certains comportements. C'est vrai. Mais c'est moi. Ouais, en tout cas, dans mon expérience. Ouais. Voilà. Ok. Au Maroc. Ok. Voilà. Ok, donc là, on arrive dans la phase d'après voile. Oui. Donc là, tu as 20 ans. Oui. 20 ans, tu es arrivée en France 2 ans après, hein, c'est ça? Oui, je suis arrivée en France à l'âge de 21 ans, je pense. 21 ans. Je suis désolée, j'ai un trou de mémoire. Ouais. Parce que j'ai vécu un choc dans ma vie qui m'a causé un trou de mémoire. Voilà. D'accord. Ouais. Mais donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé après, en tout cas, avoir passé le cap de retirer ce foulard? Oui. Après, la vérité, j'ai oublié le sujet. J'ai fait ma vie normale. Je pensais pas forcément à ce sujet de voile ou pas voile. Oui. À un certain moment, je suis devenue contre le voile. Ah oui. Oui. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de très actif,
J'aime beaucoup bouger dans tous les sens, j'aime beaucoup parler. Je trouve que ma personnalité dans la vraie vie est très loud, c'est-à-dire très... Alors, moi, je ne suis absolument pas bilingue en anglais, donc je ne vais pas pouvoir t'aider. Alors, loud, c'est... Bon, pas forte, mais c'est quelque chose de bruyant, de sonore. D'accord, loud. ok. C'est... Voilà. T'as besoin de t'exprimer. J'ai besoin de m'exprimer. Ouais. J'ai besoin de m'exprimer. Et j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire des randonnées, de sortir, d'être très active. Oui. Et la vérité, c'est pas une expérience qui m'a fait apprendre cela, mais je pensais que le voile va m'oppresser. Qui va te restreindre, en fait, dans ta personnalité. Je sais pas pourquoi j'avais cette image-là, même si je l'ai déjà essayé. Oui. J'ai déjà été voilée pendant 4 ans. Oui. Est-ce que c'est pendant ces 4 ans, est-ce que tu t'es freinée dans ta personnalité? La vérité, non. J'étais très active. D'accord. Je faisais de l'associatif, du travail associatif, je faisais plein de choses. Oui. Et pourtant, avec le temps, j'ai vraiment construit cette idée comme quoi le voile, ça va m'oppresser. Mm-hmm. Est-ce que c'est à cause des médias, c'est à cause de mon entourage, peut-être. Ok. Après, quand je l'ai enlevé, j'avais une vie un peu différente, on va dire. Mm-hmm. J'avais plus la même routine, les mêmes sorties, le même style de vie. Ouais. Donc, je pense que c'est à cause de ça aussi. Je me disais, si je portais le voile... Peut-être que je n'aurais jamais fait ceci ou cela. Voilà. D'accord. Donc, j'ai construit cette idée. Ouais. Ça a duré combien de temps? De dire que je vais jamais mettre le voile. Ouais. J'ai enlevé le voile, j'avais pas cette idée pendant 1 an et demi. Ouais. 1 an et demi après... T'étais repartie. Ouais. Je pense que, surtout quand je suis venue en France, j'étais sûre que c'est bon, j'ai fait le bon choix. Ouais. Alors, donc, est-ce que, avant que tu viennes en France, cette idée a commencé sa construction dans ta tête, ou est-ce que c'est quand tu es arrivée ici que cette idée elle a commencé à germer? Non, ça a commencé au Maroc, la vérité. Ah, ça a commencé au Maroc. Oui, mais en France... C'est venu s'installer. Exactement. Ok. Oui. Donc, ça m'a je pense que c'est l'ambiance environnante qui t'a orienté vers ça. Après, voilà, Allahu A'lam, mais c'est Dieu qui sait. C'est compréhensible. Oui. Ok. Donc, là, t'étais une fervente défenseuse des droits de l'homme contre le voile. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'a fait switcher? Qu'est-ce qui m'a fait revenir vers le voile? Ouais. Ok. Là, c'est vraiment l'histoire de ma vie. D'accord. Là, c'est... je vais parler de la phase qui a vraiment changé ma vie. Il y a 3 ans et demi. Ouais. Je suis pas sûre des Il n'y a pas de souci. Ouais. Donc, t'avais quoi, 21 ans? Voilà. En 2021, j'avais 23 ans. D'accord. 2021, j'avais 23 ans. Ouais. J'ai commencé à avoir des doutes sur mon âge, là. Tu me fais douter. J'avais 23 ans. J'ai perdu mon papa. D'accord. Il faut savoir que mon père, c'était mon meilleur ami, mon confident, mon tout. Vraiment. D'accord. On était très proches. Allahumma amin. On était très proches. J'ai fait mon deuil plutôt rapidement. Si c'est bizarre, mais je l'ai fait plutôt rapidement. Bah après, ça dépend le rapport qu'on a vis-à-vis de la mort et de l'au-delà. Mais est-ce que son décès est survenu subitement ou est-ce que tu l'as accompagné dans la maladie? Oui. Subitement. Ouais. D'accord. Est-ce que tu veux rentrer dans les détails? Je vais mentionner un truc. Il avait déjà fait une chirurgie cardiaque. Oui. On appelle ça comme ça. Oui, c'est ça. Il avait fait une chirurgie cardiaque. Mais son état était stable pendant 2 ans ou 2 ans et demi. Oui. Sauf que il s'est fait vacciner contre le Covid. Donc, première dose, ça n'a pas fait grand-chose. Oui. Mais la deuxième dose, 24 heures après, 48 heures, il est décédé. Il est décédé. Ok. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Amin. Donc voilà. J'ai perdu mon père. Comme j'ai dit, j'ai fait mon deuil rapidement, mais parce que je croyais vraiment, et je crois toujours, qu'on est Allah et à lui on retourne. Tout à fait. Donc, dans ma tête, j'avais pas le droit de dire non. Oui. Tu vois, et c'est vrai, parce que voilà, c'est Allah qui décide. C'est ça. S'il a décidé de me donner ce père-là, c'est à lui de décider s'il veut le prendre à n'importe quel moment ou pas. Fait. Donc, j'ai accepté ça. Bon, après, je pensais que j'ai fait mon deuil.
Sauf que, quelques mois après, j'ai perdu une cousine. Oui. Subitement, encore une fois. Elle avait quel âge? Et elle avait 4 ans de plus que moi. Que toi? Oui. D'accord. Donc à l'époque, elle avait l'âge de ma sœur. Ah, yes. Oui. D'accord. Et on l'a perdue. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Amine. Et c'est là où j'ai eu la chute de ma vie. Psychiquement, mentalement, j'allais pas du tout bien. Déjà, ça a réveillé le choc du décès de mon père. Et en plus, ça a réveillé la peur de la mort. C'est quelque chose que tu n'avais pas avant? Non. D'accord. Je l'ai jamais vécu parce que j'avais jamais rencontré la mort comme ça dans ma vie. D'accord. C'était les premiers décès que t'as vécu? Les plus proches. Ouais, les plus proches, ouais. Oui. D'accord. Oui. Après, ma cousine n'était pas aussi proche que ça. Oui. La vérité, parce qu'on vivait dans 2 villes différentes. Mais c'est l'âge qui m'a choquée. Ouais. Parce qu'elle a l'âge de ma sœur. Oui. Donc ça m'a vraiment choquée. Et pour la première fois, j'arrivais pas à penser à autre chose que la mort. T'en étais où dans ta vie académique? Oui, je me rappelle, je faisais mon stage de fin d'études. Oui. Et pareil, dans mon stage, j'étais nulle. Je t'explique pourquoi. Oui. Ça me passionne pas. D'accord. Là, t'es dans dans l'économie encore, là, c'est ça? Enfin, t'étais dans l'économie. Exactement. D'accord. Mais dans mon stage, je trouvais que c'est pas ma passion, ça me passionne pas cette vie. C'est pas ce que je voulais. Oui, j'ai passé des années à faire des études, à chercher ce stage de fin d'études. Oui. Mais la vérité, ça me passionnait pas. D'accord. Et en plus, c'était ma première expérience professionnelle. Oui. Donc bien sûr, j'étais pas très rigoureuse dans mon travail. Il manquait des petites couleurs dans mes fichiers d'Excel, mais mon manager, elle m'harcelait juste pour ça. Ok. C'était quelqu'un de très toxique, la vérité. Bon, il y a des gens qui ont des managers toxiques, c'est pas toujours de notre faute. Il faut chercher à en parler. Il faut pas rester dans le silence. Ouais. Parce que moi, je suis restée dans le silence et ça m'a fait beaucoup de mal. D'accord. Voilà. Donc, avec ça, avec le décès de 2 personnes de ma famille, la cousine qui était très jeune, j'arrivais plus à dormir, j'arrivais plus à manger. D'accord. Je pouvais plus rester toute seule. En gros, j'ai pris mes valises et je suis partie chez ma sœur qui habitait dans une autre ville ici en France. Ok. Oui. Et c'est elle qui s'occupait de moi pendant un moment. D'accord. J'étais vraiment dans le mal. Tu vivais seule en plus quand t'as accueilli ces 2 tragédies? Tout à fait, oui. Ils sont morts à combien de temps d'intervalle? Papa le mois d'avril, ma cousine le mois de décembre. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, tu t'es persuadée que de avril à décembre, tu allais bien? Oui, j'étais persuadée que c'est bon, j'ai fait mon deuil, je suis passée à autre chose parce que c'est Allah qui décide et tout. Ouais. Sauf que quand j'ai perdu ma cousine, ça a tout réveillé. Ouais. Ça a tout réveillé. Et j'ai vu une psy, une psychiatre, et elle m'a confirmé cela. Elle m'a dit c'est un deuil que j'ai jamais vraiment fait jusqu'au bout. D'accord. Ouais. Ok. Donc maintenant, tu vas chez ta sœur. Ta sœur, elle s'occupe de toi? Elle s'occupe de moi. J'allais toujours pas bien, la vérité. Elle appelle mon prénom juste pour me parler. Je paniquais, comme s'il va m'annoncer un grand drame. Mais à un certain moment, j'étais fatiguée de cet état-là. Ouais. Subhanallah, j'ai l'impression qu'Allah, des fois, il nous pousse, ou peut-être c'est inné, il a créé ça dans nous. On peut pas stagner dans la tristesse, dans le mal-être. C'est bon, on a envie de passer à autre chose. Ça, tout passe. Oui. On reste pas bloqué dans un espace-temps. Exactement. Ouais. Donc j'avais cette envie de passer à autre chose parce que j'étais fatiguée. Ouais. Moralement, physiquement, tout ce que tu veux. Et j'ai pris un billet de train de retour. Je suis retournée chez moi. Et un jour, je me suis assise sur mon lit, comme ça, toute seule dans ma chambre. Et j'ai décidé de parler avec moi-même pour sortir de cet état-là. Ouais. Et je me suis posé quelques questions. Et j'ai dit, pourquoi t'es comme ça? Pourquoi t'es dans le mal à ce point? Il dit, parce que j'ai peur. Et j'ai dit, pourquoi t'as peur? C'est parce que j'ai peur de la mort. Pourquoi t'as peur de la mort? Parce que je suis pas prête à rencontrer Allah. Pourquoi? Parce que j'ai rien préparé pour ce jour-là. Je sais pas quoi lui dire, je sais pas comment me défendre. Parce que je sais très bien que je fais pas ma prière à l'heure, que je ne suis pas voilée, que je fais pas plein de choses. Oui. Donc,
comme je savais et je croyais très fort dans mon cœur que le Coran c'est la parole d'Allah et que c'est la seule solution, c'est comment on appelle ça, le remède. Remède, mais tu sais quand tu achètes une machine et t'as le livret qui vient avec. Mode d'emploi. Le mode d'emploi. Oui. C'est ça. Donc je savais que c'était le mode d'emploi de ma vie. Et je savais qu'il fallait juste le comprendre d'abord. D'accord. Et le suivre. Oui. Donc je suis sortie avec une conclusion qui est que je vais commencer à lire le Coran et je vais suivre tout ce que je comprends. D'accord. C'est-à-dire j'ai fait quand même une promesse et j'avais une intention bien claire d'appliquer ce que je comprends. Pour sortir justement de cet état de fatigue, de dépression, tristesse, d'anxiété, de dépression. Oui, la vérité, on m'avait prescrit des antidépresseurs oui. que j'ai pas pris. Donc voilà, j'ai cherché la solution autrement. Oh, d'accord. Et j'ai commencé à faire ce travail de recherche. Et c'était la meilleure aventure de toute ma vie. Alhamdulillah. Voilà. Alhamdulillah, ouais. Oui. Donc heureusement qu'à l'époque, j'avais à peine fini le stage de fin d'études. D'accord. D'ailleurs, ils m'ont libérée 1 mois avant parce que tellement j'allais mal. D'accord. Oui. Mais ils ont mis le doigt sur le fait qu'il y avait un problème de management et d'harcèlement quelque part ? Pas du tout parce que j'en ai pas parlé. Ok. Oui. Donc en fait là, ils t'ont libéré en ayant peut-être une fausse image de toi. Peut-être. D'accord. Mais c'est pas grave. Okay. C'est pas le plus important. Parce qu'encore une fois, on s'en fout des regards des Ouais, autres. Donc voilà. Et alhamdoulilah, j'ai fini mon stage le mois de janvier 2022. D'accord. Et je me suis dit, oui, je veux faire ce travail de lecture du Coran, mais je vais juste chercher un travail d'abord. Je vais quand même je veux avoir un CDI, un CDD pour commencer quand même le travail. Et après, je me lance. D'accord. Et subhanallah, encore une fois, parce que j'ai fait cette intention et cette promesse d'appliquer les choses et de vraiment chercher à comprendre, que, dis-toi que j'ai trouvé un travail au bout de 2 semaines. Ouais. Allah t'a facilité. Alhamdulillah, il m'a facilité. Ouais. J'ai trouvé un travail au bout de 2 semaines. Et ils m'ont demandé de commencer le mois d'avril seulement. Ah yes. Oui. Donc j'avais de janvier à avril, libre, avec une promesse d'embauche, avec un contrat bien clair et tout. D'accord. Donc Allah, il m'a fait un cadeau, je trouve. Oui. Il m'a dit, voilà, tu veux comprendre, tu veux chercher, tu veux appliquer. C'est le moment. Tiens, c'est le moment. Exact. Donc j'ai pris cette opportunité, alhamdulillah. J'ai commencé à lire tous les jours le Coran, à chercher sur Internet l'explication, pourquoi chaque verset a été révélé, dans quel contexte, comment on peut l'appliquer aujourd'hui. Je lisais du début à la fin. Oui. À un certain moment, je suis partie au Maroc. J'ai passé le ramadan là-bas, donc c'était encore plus avantageux pour moi parce qu'avec le ramadan et tout, tu lis le Coran, ouais. C'est vraiment très bien. Ça m'a fait du bien. Oui. Je suis retournée en France le mois d'avril. Oui. Sauf que mes papiers n'étaient pas encore prêts pour que je commence à travailler. C'est-à-dire quand tu dis tes papiers, c'est... C'est mon titre de séjour. D'accord. Parce que sinon, j'avais pas le droit d'exercer en CDI. Ok. Donc, j'ai demandé un report de début de contrat. Oui. Et ils ont accepté. Ils m'ont décalé le début jusqu'au mois de septembre. D'accord. Donc, ça, c'est des petits détails, mais tu verras... Ils ont toute leur importance dans ton exactement. Parcours. Ok. Oui. Donc, mon CDI a été décalé du mois d'avril au mois de septembre. Et entre-temps, je passais tout le temps sur les versets du hijab, du voile. Et à chaque fois, je me disais, bon, je ne suis pas encore sûre. On peut l'interpréter de plusieurs manières. Donc, je vais laisser le sujet de côté et je vais voir après. À chaque fois, j'appliquais, alhamdoulilah, j'avais commencé à appliquer la prière à l'heure, j'avais commencé à appliquer plein de choses. Le jeûne, tout ce qu'il faut, la base, même les petits détails de comment traiter les voisins, etc. Parce que, comme j'ai dit, en parallèle du Coran, je lisais les explications. Oui. Donc, je parle des voisins parce que dans mon cas, j'habitais dans un foyer et c'était un petit espace et les murs résonnaient beaucoup. Donc, pour moi, c'était ça mes petits axes
acte de jihad chaque jour. Ah, ok. Voilà, D'accord. jihad, c'est-à-dire l'effort de C'est bien un faire combat, les choses. Oui, c'est un combat personnel. Exactement. Ouais, C'était ouais, ça, ouais. mes petits actes de combat personnel. Oui. Voilà. Et un jour, j'ai dit, bon, faut décider si le voile est obligatoire ou pas. Donc, faut creuser encore plus pour comprendre le verset. Bien sûr, le verset de la sourate Nour. T'aimes beaucoup cette sourate. Petit clin d'œil à ton surnom aussi. Oui. 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 Et je m'arrêtais tout le temps sur le mot khumurihinna, c'est-à-dire leur voile. Et je me disais, bah peut-être, ça veut dire juste cacher les poches, comme c'est écrit dans le Coran, juste côté des aisselles, côté de la poitrine, etc. Avec n'importe quel vêtement. Yes. Après, quand tu cherches dans l'origine du mot, pas la traduction, mais l'étymologie, je pense. Oui, l'étymologie, donc la définition de la racine du mot, c'est ça. Exactement. Exact. Donc, quand j'ai fait ça, j'ai compris que le mot, il fait un rappel sur le mot de l'alcool qui couvre la partie du cerveau. Oui, par rapport au fait que tu perds une partie de ta raison saine quand tu bois de l'alcool. Exactement. Ok, oui. Donc, en fait, c'est les mêmes lettres dans les deux mots. D'accord. Donc, l'alcool, c'est khamr, c'est alcool qui veut dire, voilà, tu couvres, voilà, en quelque sorte, la partie de ton cerveau, de ta tête, tu réfléchis plus, etc. Et bah, le voile, khumurihin, qui aussi couvre la partie de la tête. Oui. Donc là, je commence à être sûre qu'il faut quand même le mettre. D'accord. Et au moment de faire la décision, j'ai paniqué parce que c'était quand même un grand pas de le faire en France avant le CDI, avant le début de mon CDI. Oui. Je me suis dit, ok, j'arrête 2 secondes juste pour... Oui. Voilà. Redescendre en pression. Redescendre en pression, voilà. Parce que vraiment, je tremblais. D'accord. Parce que ça aurait été un grand changement de ma vie, dans ma vie. Et surtout que... n'occultons pas que tu es passé dans une phase où pour toi, le voile, c'était quelque chose d'hostile. Exactement. Voilà. Mais là, alhamdoulilah, avec le travail de lecture du Coran, tu commences à descendre un peu, tu te calmes. J'avais plus ces idées extrêmes de non, pas de voile, pas de je sais pas quoi. Non, quand tu commences à comprendre le Coran, tu as quand même des droits et des obligations dans ton dîn, et c'est important de le comprendre. Tu redescends en humilité, et puis, exactement. Tu t'apaises en fait. Tu as trouvé un apaisement aussi dans tes lectures de Coran. Ok, oui. Allons-y. Voilà. Donc, j'ai dit ok, on prend une pause. En attendant, pour changer un peu d'air, je descends chercher mes lettres dans la boîte aux lettres. Et subhanallah, c'est comme si c'est une voix qui m'a dit vas-y, fais ça, descends. Dans ma tête. Wallah, je l'ai entendu dans ma tête. Vas-y, juste descends, change un peu d'air. Oui. Et j'ai entendu, ou peut-être je me suis dit, j'en sais rien, descends, t'auras Inch'Allah la réponse. D'accord. Je suis descendue et j'ai croisé une fille, une voisine, avec qui on avait déjà parlé des robes de musulmanes, des voiles. Oui. Elle m'avait recommandé une adresse qui vend ce genre de vêtements. Oui. Je lui ai remercié. On n'avait pas parlé beaucoup de ça. Et je l'ai croisée, cette fille-là. Et la question qu'elle me pose, alors, t'as réussi à aller dans la boutique que je t'ai recommandée ? J'ai dit, non, j'ai pas encore eu le temps. Et elle m'a dit, pourquoi ? C'était pour une robe de mariage ou c'était pourquoi ? Et j'ai dit, non, je pense que je vais me voiler, je suis pas sûre. D'accord. Je pense que je vais commencer à porter le voile. Ouais. Elle m'a dit, ah d'accord. Rien de plus. Sans argumenter, sans essayer de te tirer vers le voile et compagnie. Exactement. D'accord. Je suis revenue dans ma chambre. Je suis retournée dans ma chambre. Et elle m'écrit un message. Est-ce qu'on peut se voir dans quelques minutes ? J'ai dit, ah qu'est-ce qu'elle veut en fait ? J'avais un peu peur en mode, ah. D'accord. Et on s'est vus. Et elle m'offre quoi ? Un voile. D'accord. Et il me dit, voilà, pour ton cheminement vers le voile, Inch'Allah, j'espère que ça va t'aider. Et en fait, la réponse que tu cherchais. J'avais la réponse et j'avais plus d'excuses. Parce que j'aurais pu dire, oui, je suis convaincue, mais j'ai pas encore de voile. Mais là, j'avais la réponse, le voile, j'avais tout. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à mettre le voile. Merci à cette sœur. Merci énormément à cette sœur.
Ne négligeons pas les petites paroles. Quand on croise quelqu'un et tout, on ne sait pas quel impact ça peut avoir dans la vie de cette personne. Et c'était le début de mon voile. Oui. Grâce à elle et grâce à Allah, bien sûr, Tout mais grâce à elle aussi. Oui. Et donc, après cette journée, est-ce que tu es sortie te confronter au monde avec ton foulard ou est-ce qu'il t'a fallu un petit peu de temps avant de ressortir de la maison? Non, je suis sortie le jour même. J'ai mis mon voile et dit allez, on teste, on va voir ce que ça donne. Ok. Et je suis sortie, j'ai fait mes courses avec le voile. La vérité, je m'attendais pas à des regards bizarres. La vérité. Oui. Moi, je suis quelqu'un, je reste optimiste. Je m'attends pas au pire. D'accord. T'habitais dans quelle ville? J'habitais dans le 13e à Paris. Dans le 13e. 13e arrondissement. C'est assez cosmopolite, donc voilà, tu Tout à fait. te fonds dans la masse. Oui. Yes. Donc, je suis sortie. C'était bien. J'ai pas eu de regard bizarre. Je me dis, ok, ça va le faire, je pense. En tout cas, il n'y a plus le choix, je l'ai mis. Ouais. Il n'y a plus le choix. D'accord. Oui, donc j'ai continué à le porter. Yes. La réaction de ma famille maintenant, mes sœurs étaient un peu surprises. Que tu retournes vers le voile. Oui, mais encore une fois, je fais ce que je veux et je juge jamais mes sœurs. Ma mère était bien surprise, un peu plus que mes sœurs. D'accord. Elle m'a dit, ah ok, comme ça tu le portes. Ok. Mais quand tu es revenue sur ton chemin vers ce retour au voile, t'en as discuté avec elle ou absolument pas? La vérité, c'est un changement. En fait, tout le changement que j'ai vécu avec le Coran, le voile, tout ça, je l'ai vécu toute seule. D'accord. Et la vérité, tellement j'étais dedans que j'ai même pas eu le réflexe d'en parler avec quelqu'un. J'étais vraiment dedans. Imagine, chaque jour, je me réveille, je me prépare à manger, je commence à chercher. D'accord. Je lis, je cherche, je comprends, j'essaie d'appliquer. Vraiment, j'étais dans un parcours... Dans une démarche ultra personnelle, j'ai l'impression. Ultra personnelle. Ouais. Je voulais même pas en parler, je voulais pas le partager. Justement, la première fois que je l'ai mis en 2016, je voulais le dire à tout le monde. Yes. Alors que là, je voulais vraiment pas en parler. C'était cheminement. C'était ton cheminement. Oui. C'était ton cheminement personnel. Exactement. Mais j'ai même envie de dire ultra personnel. Ultra personnel, oui. Et c'était vraiment des conversations avec Allah, c'était entre moi et lui. C'était très spirituel. C'était très 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 spirituel. Oui. C'est entre moi et Allah. Et déjà, rien de voir comment il m'a sorti de la tristesse, comment il m'a sorti de l'anxiété, de tout ce que je vivais, c'est bon, ça regarde personne. Ouais. C'est entre nous. D'accord. Tu vois. Ouais. Voilà, donc j'ai mis mon voile, j'ai eu les réactions que j'ai eues, j'ai continué à le mettre, sauf que il fallait l'annoncer à mon employeur, ou pas. En tout cas, j'avais un CDI qui commence le mois de septembre. D'accord, puisque toi, dans ta décision de porter le voile, pour toi, c'était pas entendable de le retirer pour ton activité professionnelle. C'était pas une option. D'accord. Soit je trouve un travail, soit je rentre chez moi. D'accord. Parce que non. Voilà, c'était pas une option. Oui. Donc j'ai mis le voile, j'ai commencé à le mettre le mois de mai. J'avais 24 ans. Je savais pas si mon employeur va accepter ou pas ce changement. Je savais pas s'il faut le dire, s'il faut l'annoncer ou pas. Mais en tout cas, j'ai attendu. Je me suis dit, ok, on dit rien pour l'instant. On attend jusqu'à ce que ça commence. C'était en quel mois que tu as porté le voile? Le mois de mai. Mois de mai, donc il fallait traverser l'été avec ce voile et l'annoncer. Mais ouais, donc vas-y, je te laisse continuer. Exactement. Et donc, pour décider si je vais l'annoncer ou pas, j'ai commencé à chercher sur Internet les avis sur mon employeur, l'ambiance, diversité, c'est comment, etc. Et j'ai trouvé quoi? C'est l'un des employeurs qui accepte le plus de hijabi en France. Ok. Oui. Et ben voilà. Subhanallah. Donc quand je fais un retour en arrière dans mon histoire, je comprends que quoi? Donc j'ai fait une chute. J'étais dans le mal. Allah, il m'a guidée vers le Coran, vers son livre, vers sa parole. Il m'a donné un travail qui va être en cohérence avec ce que je vais devenir. Oui, exactement. Il m'a fait devenir cette personne-là. Oui. Et au final, j'ai un travail, j'ai mon voile, j'ai la baraka d'Allah dans ma vie, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Du coup, tu leur annonces avant ou tu attends le mois de septembre, tu te présentes à eux avec ton hijab? Je l'annonce même pas, je me présente avec mon hijab et ça passe normal et j'étais pas du tout la seule voilée dans la boîte. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a plein de voilés dans la boîte. Ouais.
Et il y a une grande communauté de musulmans dans Ouabat. Très bien. Oui. Ah, mais ça fait plaisir. Oui. C'est une multinationale. Et pourtant, il y a beaucoup de voilés, beaucoup de musulmans. Pas pourtant, c'est grâce à ça. Oui. C'est pas... Non, mais eux, ils se sont focalisés sur les compétences que vous pouvez apporter à la boîte et le reste, ils s'en fichent, quoi. J'ai l'impression. Exactement. C'est comme ça que ça devrait fonctionner partout. Oui. Donc, tu t'es sentie à l'aise. Alhamdulillah, oui. Bien dans tes bottes, dans tes baskets, avec la nouvelle personne que tu étais. Et, Exactement. Waouh. Je veux juste rajouter le fait que la communauté musulmane en France m'a beaucoup aidée à traverser cette phase transitoire dans ma vie. D'accord. Pourquoi ? Grâce à une autre voisine dans le foyer, là où j'habitais, oui. J'ai découvert un institut de religion et on faisait des cours gratuitement l'été là-bas. D'accord. Et j'ai vu d'autres femmes qui, comme moi, sont voilées. On leur challenge personnel. Oui. Voilà, ils ont leur parcours avec le voile. Et pourtant, ils tiennent à leur voile. Ils ont des enfants, ils ont une famille, ils ont un travail. Donc, on est toutes les mêmes, en fin de compte. Finalement, ouais. Donc, c'était encourageant pour moi, pour vraiment me sentir entourée des gens qui me ressemblent. Oui. Même si on l'oublie des fois avec... notre quotidien. Voilà, notre quotidien et tout. Quand on a la tête dans le guidon, on se dit qu'on est seul dans ces épreuves. Exactement. Mais ouais, donc cet institut, ça t'a permis de voir que tu n'étais pas seule. Du tout. Et on a tous les mêmes peurs, les mêmes craintes, vraiment. Mais au final, on s'en sort, alhamdoulilah, et on avance. Donc aujourd'hui, tu te sens comment dans ce voile ? Ça fait partie de moi. Bon, ça se voit pas au micro, hein, mais donc je vais vous dire, elle a un sourire qui va jusqu'aux oreilles. C'est vrai. Donc ça témoigne du fait qu'elle se sent extrêmement bien. Alhamdoulilah. Ouais. Ta thérapie avec le Coran t'a sauvée quelque part. Ça m'a vraiment sauvée. Oui. Ouais. C'est le point qui a changé ma vie. Et pourquoi j'aime beaucoup le voile ? Parce que quand je l'ai mis pour la première fois, comme je suis quelqu'un qui veut pas s'effacer, oui. Ça m'a encouragée à lire plus, à être plus ouverte aux gens. Oui. À être plus ouverte avec les gens. Dans quel sens ? Plus ouverte avec les gens, parce que bon, je vois que tu débordes d'énergie et que tu es quelqu'un de solaire. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es sentie devoir te mettre à l'écart, peut-être ? Parce que, en tout cas, par quoi ça s'est traduit, en fait, cette nécessité d'aller vers les gens ? Parce qu'avant, j'étais quand même, en France en tout cas, oui. Avec les gens qui sont très différents de moi, je suis plutôt silencieuse. Oui. Je veux pas... Je sais pas, je suis dans mon coin. Je sens que je suis pas là pour parler à tout le monde, je suis plutôt là pour bien travailler, gagner ma vie, oui. etc. Et voilà. Et puis basta. Oui. T'es là pour bosser, t'es pas là pour te faire des amis. Exactement. On reste focus sur les objectifs. Mais quand tu mets un voile, en tout cas dans mon cas, tu représentes quand même quelque chose. Donc je vais vers les gens, je parle, je montre que je suis beaucoup plus qu'une femme voilée. Oui. Voilà. Donc j'ai senti pas une obligation, mais cette responsabilité. Ouais. Oui. D'accord. Voilà. De t'ouvrir aux autres et de leur montrer que oui. voilà, j'existe et voilà qui je suis. Oui. Peut-être que même, peut-être que je le faisais pour moi-même aussi. Parce qu'avant, je pensais que ça allait m'oppresser, j'allais plus être moi-même. Oui. Alors que là, je suis qui je suis avec mon voile. Très à l'aise. Oui. Ok. Oui. Donc ça m'a vraiment encouragée à faire un travail sur moi-même. Thérapie. Oui. Coran thérapie. Coran développement personnel, thérapie. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose sur lesquels je t'ai pas lancé, mais que tu voudrais aborder ? Quelques petits points, oui. C'est des points, je pense, relevant dans mon histoire. Moi, on m'a souvent dit oui, mais attends, ne mets pas le voile, marie-toi d'abord. Alors qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. Il n'y a pas de rapport, au contraire. Avec ton voile, tu vas au moins rencontrer quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi. Ça permet de faire un filtre, j'ai l'impression. Exactement. Oui. Ça filtre rapidement les gens. Alhamdoulilah, avec mon voile, je me suis mariée. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc, si j'ai un message aux filles, n'ayez pas peur, vous pouvez mettre le voile et vous marier après. Et surtout, à mon avis,
faut vraiment chercher à comprendre le pourquoi de la chose. Et si on lit juste le Coran et on se focalise sur ça, ça peut vraiment nous changer la vie. Vraiment. S'il y a un conseil que je donne aux gens, lisez le Coran avec l'explication du début à la fin et avec une bonne intention. Ouais. Voilà. Et bon, je pense que c'est valable sur tous les pans de la vie. Parce que là, on parle du voile, c'est vrai. Oui. Mais ça peut parler de toutes les choses qu'on traverse au quotidien. Exactement. Ouais, parce que c'est un livre complet. Dieu nous l'a envoyé de manière complète. Suivez le conseil de notre lumière du jour, Nour. T'es un amour. Non, mais c'est toi-même. Voilà. Toi-même, t'es un amour. Voilà. Bah, écoute, je te remercie. Merci à toi. Je te remercie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Oh, waouh! Ouais. La satisfaction d'Allah de moi. Oui. Qu'il soit satisfait de mes œuvres, de ce que je fais, et qu'on soit tous guidés, Inch'Allah. Amin. Et c'est tout ce qu'on te souhaite. Et qu'on Merci se souhaite beaucoup. à nous-mêmes aussi. Oui. Et j'aime aussi dire ça, je nous souhaite de nous retrouver, peut-être avec un micro comme ça, dans la même position, Inch'Allah. au paradis toutes les deux, puisque voilà, notre but ultime, c'est le paradis. Donc, qu'Allah nous l'accorde et nous permette de cheminer vers lui, vers ça, et qu'au jour où on le rencontrera, on ne sera pas honteuse de notre vie sur Terre. Amin. Voilà. Amin. Je te remercie. Merci à toi. Je te souhaite plein de bonnes choses. À toi aussi. Merci beaucoup. Et puis, je te dis à une prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Bonne journée. À toi aussi. Et à bientôt. À bientôt. Voici venu la fin de cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à aider le podcast à avoir plus de visibilité sur les plateformes d'écoute en cochant les 5 étoiles. Vous pouvez m'écrire sur le compte Instagram ou par mail via les liens en description. Dévoilé est un podcast produit et réalisé par Polycac Studio. À bientôt.